canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui s'intitule tout simplement Penser les formes filmiques contemporaines. Je le montre, il est là. C'est édité chez UGA Éditions, Université Grenoble-Alpes Éditions. C'est un ouvrage collectif dirigé par deux personnes, Vincent Deville et Loïc Le Bihan, qui étaient déjà venus chez Microciné pour nous parler de son livre autour de ce film immense qui s'appelle Le Pigeon. Et donc, voilà. Et Vincent et Loïc sont là. L'émission devait se faire depuis très, très longtemps. Et encore une fois de plus, comme d'habitude, toujours de ma faute. Et d'ailleurs, je vous présente mes excuses en direct. Et merci beaucoup pour votre patience. Alors, dans le descriptif, bien évidemment, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez sur la page dédiée au livre, si vous voulez vous le procurer, en tout cas. Première question, très simple, je sais que le livre est sorti depuis un certain temps, donc, mais bon, comment vous vous sentez après que l'ouvrage ait été publié? Comment vous vous sentiez? Ben, on est satisfait, déjà. Quand l'ouvrage paraît, parce que les processus de publication, enfin, en particulier dans les processus de publication et d'édition universitaire sont parfois être relativement longs. Là, le travail s'est déroulé dans une temporalité qui était complètement, enfin, qui était pas particulièrement longue, mais il y a beaucoup d'allers-retours. Donc effectivement, c'est une satisfaction de voir l'ouvrage arriver à publication, d'autant plus que c'était le deuxième ouvrage d'une nouvelle collection chez l'éditeur. Donc, d'une certaine manière, on était assez contents avec un premier ouvrage d'ailleurs que vous avez ici même, vous avez reçu Exactement. l'auteur du premier ouvrage qui est Fabien Meignet, hein, Mmh. et qui avait donc, on avait un effet un petit peu de groupe dans la mesure où il y avait une connotation très montpelliéraine à ces deux publications-là. Donc c'était une satisfaction évidemment. Mais je pose cette question qui peut paraître très anodine, hein, je l'avoue de poser de cette manière-là, mais c'est parce que, parce que c'est un ouvrage collectif, dans un cadre universitaire autour d'une thématique qui peut, moi me concernant, qui est primordiale aujourd'hui dans le cinéma. Et donc, et je ne sais pas si ça l'est vraiment pour un bon nombre de personnes. Donc c'est pour ça que je pose cette question qui en même temps pourrait être le résultat de qu'est-ce qui a fait que ce livre doit exister. Est-ce qu'à la base il y avait une espèce c'était des journées que vous aviez organisées autour de cette appellation-là, enfin de cette thématique. Et donc voilà, c'était pour ça que je posais cette question. Pour donner moi mon état d'esprit, c'est vrai que le livre donc est sorti en février, je crois. On est au mois de septembre. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on est rapidement rattrapé et dépassé par le contemporain. C'est que le contemporain, c'est quelque chose qui va très vite. Donc à la fois, oui, une satisfaction de ce qu'il y a dans le livre, de sa diversité, de ses 4 parties assez équilibrées et d'un corpus relativement vaste, même si peut-être il faudra qu'on définisse un peu le contemporain que nous, on a essayé de cerner, de toucher. C'est pas tout le cinéma contemporain, on a quand même, il y a des choix qui ont été faits, mais aussi immédiatement, avec un livre comme ça et un titre comme ça, immédiatement des regrets en fait de ce qui arrive tout de suite après, de ce qu'on aurait voulu inclure, de ce qu'on aurait voulu avoir dans le livre. Je sais pas, je viens de voir un film assez incroyable. Radou Djoudé était à Montpellier il y a quelques jours pour présenter son dernier film. N'attendez pas trop de la fin du monde. Et là, en termes de forme filmique contemporaine, et de ce que ça génère et de ce que ça peut générer comme pensée, comme type de pensée, ou comme, pour dire un peu ce qui avait motivé, répondre à la deuxième question, ce qui avait motivé ce travail qui, effectivement, au départ devait être un colloque, qui a été finalement annulé pour cause de pandémie et qu'on a voulu immédiatement transformer en ouvrage collectif, dont je crois qu'on ne sent pas forcément que c'est exactement uniquement les actes d'un colloque. Mais ce qui nous avait motivé et intéressé, c'était aussi, en parlant de l'analyse du cinéma contemporain, de ces formes filmiques contemporaines, de la difficulté qu'il y avait peut-être à produire cette analyse, parce que le monde contemporain se complexifiant
s'accélérant aussi outre mesure, bien, renforce aussi, augmente la difficulté pour l'analyse, pour les analystes de l'image que nous sommes, de produire nous-mêmes des analyses contemporaines, c'est-à-dire en phase avec leur temps peut-être, et qui elles-mêmes parfois doivent s'exprimer dans une certaine urgence. Donc voilà, il y avait un peu ces différentes idées qu'on pourra un peu développer encore, qui avaient guidé le projet de départ. Un moment, dès le début, hein, d'ailleurs c'est le texte que vous écrivez ensemble, vous évoquez Serge Danet, et je pense que ça serait intéressant pour le coup, pour bien introduire la thématique de, selon vous, ça veut dire quoi un film contemporain? Parce que comme vous commenciez à l'évoquer, Vincent, ça peut être tout et n'importe quoi dans ce mot-là. Et donc, qu'est-ce que c'est un film contemporain? Comment vous le définirez, vous, ce terme-là, par rapport aux objectifs du livre, donc aux intentions du livre, pardon. Donc, c'est quoi pour vous un film contemporain? J'y vais, Loïc ou... Allez. En fait, je me dis qu'il faut... je suis désolé si ça paraît un peu scolaire, mais presque redonner une analyse textuelle du titre du livre pour dire que chacun des mots a une importance et que le contemporain vient en dernier, mais qu'il est relié à la fois à pensée, forme filmique contemporaine. Voilà, ces mots-là, on les a vraiment choisis. Il y avait l'idée d'abord d'arriver et de montrer que c'était un défi de produire de la pensée à partir de ces formes filmiques, que c'est toujours un enjeu, et donc encore une fois que cet enjeu était peut-être un peu complexifié. On a réfléchi là à partir d'un philosophe qui s'appelle Marcel Conche, et qui dit notamment une chose: qu'est-ce que c'est que produire de la pensée? Il dit penser, c'est pas juste avoir une opinion, c'est pas juste croire en quelque chose, ou c'est pas juste avoir conscience de quelque chose, c'est quelque chose de plus complexe et de plus difficile que cela. Et c'est ce qui a donné le titre de notre introduction, à savoir penser, c'est prendre la mesure du réel comme tel. Et ça a guidé peut-être aussi un peu le choix de corpus, c'est-à-dire que l'ensemble des films qui sont abordés et traités par les contributeurs, par les 16 contributeurs du livre, ce sont des films aussi, je pense, qui cherchent à prendre la mesure du réel comme tel. C'est-à-dire qu'il y a à la fois dans les films et dans l'analyse produite cette même dimension d'une production de la pensée. La question des formes, penser des formes, ce qui nous a intéressé, c'était pas de penser des sujets seulement, pas de penser des thématiques, pas de penser seulement des questions d'actualité, c'est là où le contemporain n'est pas seulement l'actualité, mais de penser des formes, et peut-être avec cette idée sous-jacente formulée par Théodore Adorno que les formes de l'art enregistrent l'histoire de l'humanité avec plus d'exactitude que les documents, hein, le dit Adorno. Dans les formes, il se situe quelque chose là de l'histoire, davantage encore une fois que les thématiques, les sujets seulement. Et puis le filmique, hein, le fait que ce soit quand même un attachement au cinéma, ce livre est aussi une forme de défense, d'attachement au cinéma, qui est dans un moment très particulier peut-être de son histoire aussi, assez chamboulé, assez chahuté par une société elle-même qui change beaucoup. Et ces formes filmiques contemporaines, je crois qu'on les a placées, et les auteurs qui sont venus nous rencontrer sur ces questions les ont placées quand même aussi beaucoup du côté à la fois de la recherche et à la fois de la radicalité. C'est des formes relativement, plus ou moins, selon les films en question, plus ou moins radicales. Mais cette radicalité, cette dimension de recherche, d'un cinéma qui se réinvente, au fond, à chaque fois, c'est peut-être ça aussi le contemporain, et c'est ce que disait justement Danet à ce propos, c'est qu'un... Danet dit ça en 77 à propos du Diable, probablement de Robert Bresson. Il dit, au fond, un film contemporain, ce serait un film qui oublie tout ce qui a été filmé avant lui, et qui partirait aussi d'un spectateur un peu zéro qui ne connaîtrait rien du cinéma. Donc il y a aussi, au fond, derrière tout ça, cette idée du contemporain, de quelque chose de totalement nouveau aussi, hein, qui partirait, qui se permettrait de réinventer en permanence le cinéma. Et donc derrière, il y a aussi cette hypothèse d'une pensée du cinéma. Comment est-ce qu'on pense le cinéma, je dirais d'une manière générale, et que pour le penser, il faut peut-être le penser dans sa contemporanéité, même si on pourra en discuter plus longuement. Cette contemporanéité, on voit qu'elle est aussi elle-même complexe et complexifiée, et que ça n'est pas du tout un bannissement du passé ou de ce qui se trouve avant.
Si je peux me permettre, on peut peut-être ajouter aussi, Vincent, qu'à une certaine étape qui était au départ et on a fini par abandonner en discutant avec l'éditeur et parce que le cours de l'édition a mené à cela, qu'il y avait un autre un sous-titre qui n'était pas tout à fait un sous-titre, qui était un second titre aussi à l'ensemble, qui était l'analyste mise à l'épreuve. Et parce que en fait, la plupart des textes, ou quasiment tous les, pas tous, hein, mais pratiquement tous les textes, se posent en même temps la question aussi de la posture d'analyse et de la manière de mener un travail d'analyse au sens le plus simple du terme, le plus étymologique du terme, hein, au sens de comment décomposer, comment en quelque sorte voilà, se rendre plus proche de l'objet, comment bien le décrire aussi. Et donc ça, c'était une question qui est très présente dans l'ensemble des contributions au volume et qui se pose d'une certaine manière assez nécessairement dès lors que l'on a pris le parti d'explorer des objets qui sont très proches de nous. Il y a et donc pour lesquels il n'y a pas a priori d'une certaine manière de tradition bien établie, d'approche qui seraient des garanties de la manière dont on peut mener le travail. Donc il me semble que chacun des contributeurs a cherché aussi sa solution d'une certaine manière, ou pas, ou peut-être pas tellement sa solution, que la solution qui serait la plus à même de mettre en lumière ce qui fait l'intérêt de chacun des films ou même des installations, par exemple, hein, parce qu'il y a aussi des textes sur des installations artistiques. Et on pourrait peut-être paraphraser Serge Cardinal, qui est un des contributeurs de l'ouvrage et qui a coécrit un texte dans l'ouvrage, et qui, dans un autre de ses ouvrages, pour parler de l'analyse et la manière dont l'analyse peut essayer de se renouveler au contact et de l'objet, et particulièrement des objets qui emportent avec eux une certaine singularité. Il parle d'une sorte de processualisation des critères d'analyse à partir de l'expérience, hein. C'est-à-dire à partir du fait que il faut faire l'expérience de l'objet et essayer de pouvoir d'une certaine manière rendre compte de cette expérience, et qu'à partir de cette expérience, on va rentrer progressivement dans la possibilité d'un discours qui va en passer d'abord par une mise à l'épreuve, une expérience et une sorte de sympathie avec l'objet qui va permettre de mieux l'élaborer d'une certaine manière. C'est quelque chose qui a trait à beaucoup avec la philosophie qui était celle de Raymond Bellour, quand dans un texte qui a maintenant un peu d'âge, hein, qui s'intitulait «L'analyse flambée», qui est paru, je crois que c'était qui datait de 1984, où il disait, voilà, il ne devrait plus y avoir que non plus d'analyse, au sens de l'analyse qui avait été menée dans les tout premiers temps, où on a commencé à faire de l'analyse de film, mais des gestes d'analyse ou des gestes analytiques. Donc quelque chose de l'ordre plus du tâtonnement, de quelque chose de l'expérimentation sur les objets. Donc c'était aussi une des préoccupations de la plupart des contributeurs de l'ouvrage, à cette question-là. Comment faire? Comment mener l'analyse à partir d'un objet qui ne s'offre pas d'évidence à une prise déjà formalisée, quoi. Mais j'ai l'impression que si on prend tous les textes et qu'on essaie de trouver des points communs, il y en a un qui m'a sauté aux yeux pour le coup, c'était le rapport que ces textes entretiennent aussi avec les spectateurs du film ou des films. C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous le dites très vite, les textes sont articulés autour de 4, dixit, vous le dites, hypothèses de travail. Alors, temporalité contrariée, mémoire stratifiée, espace reconfiguré et monde partagé. Et moi, j'ai cette sensation que vous évoquiez l'analyse, mais il y a aussi toujours c'est penser les formes filmiques contemporaines, certes, mais à chaque fois, c'est comment voir tout ça. Comment les voir, ces formes contemporaines, cette contemporanéité ou cette intensité du présent. Comment voir que la mémoire qui est travaillée dans un des textes où ça parle du film de Kelly Reichardt et de Alice Rohrwacher, comment les mémoires sont intégrées dans les paysages. Il y a toujours cela, cette façon de comment on peut voir aujourd'hui, pas comment il faut voir, mais comment prêter attention. C'est la notion de voir qui peut-être change, et j'ai l'impression de voir ça dans pratiquement tous les textes. Alors ça peut être super basique de dire ça comme ça, mais je ne sais pas si c'est si basique que ça aujourd'hui surtout.
La notion de voir associée à la notion de prendre le temps aussi de voir. Oui, il y a, en repassant, en reparcourant les textes, moi, il y a aussi une notion qui m'est apparue, en fait, parce que le terme même hein, est utilisé par les auteurs, c'est le terme d'indétermination aussi. Ça a à voir avec le spectateur, avec la position du spectateur, c'est-à-dire qu'on est dans des films et dans des formes, il faudra peut-être qu'on cite un peu d'ailleurs vraiment quelques films pour dire de quoi on parle quand même, aussi, et des films et des formes qui mettent d'abord peut-être le spectateur dans un état d'indétermination, dont le rôle même que le spectateur devrait avoir par rapport au film n'est pas surdéterminé, n'est pas déjà réglé. C'est-à-dire qu'il y a presque une posture de spectateur qui doit être inventée devant chacun de ces films. C'est des films qui engagent ça, qui repensent même la position du spectateur ou sa posture. On a comme ça l'exemple à travers un travail à partir d'archives sur le film de Claire Denis, qui explique comment Claire Denis, entre l'urgence du tournage et puis finalement un moment de réécriture, enfin l'élaboration en amont plutôt du film, et l'urgence du tournage se permet de réécrire le film sur le moment du tournage, et ça on le comprend par un travail sur les archives déposées par la script de Claire Denis, et on comprend qu'à un moment donné, l'auteur le montre bien, Claire Denis finalement revient sur une position qu'elle avait eue, c'est-à-dire de ne pas montrer un acte de violence. Finalement, elle décide de le mettre en scène. Et l'auteur explique très bien qu'à ce moment-là, elle arrive à créer comme un moment d'indétermination, d'ouverture et d'indétermination dans le film, qui permet notamment aux acteurs de trouver un nouvel espace et un nouvel espace d'improvisation qui n'était pas prévu dans le scénario, qui n'était pas préparé en répétition, puisque ça s'invente sur le moment du tournage, et que là, il y a comme une brèche qui est faite dans le film et qui est un espace d'invention. Voilà, je crois que ce qui travaille et ce qui traverse en fait l'ensemble de la filmographie, enfin du corpus plutôt, ce sont ces moments d'ouverture, d'indétermination, de recherche, vraiment pour reprendre ce terme que j'ai utilisé tout à l'heure, où les cinéastes cherchent à inventer, à réinventer. Et cette notion d'indétermination, là, je l'ai prise déjà pour le spectateur, pour les acteurs, mais on la retrouve pour les personnages. Par exemple, dans Lazzaro Felice d'Alice Rohrwacher, eh bien, on a des personnages qui sont fortement indéterminés. On a un personnage qui traverse le temps. On a des personnages comme ça qui peuvent avoir plusieurs déterminations. Et puis, ce qui apparaît, oui, à travers les parties que vous avez citées, c'est l'indétermination du temps, des temporalités, etc. Et on voit bien que dans la notion même de contemporain, le contemporain, d'ailleurs, on s'est aussi beaucoup aiguillé avec un philosophe pour penser cette question, c'est Giorgio Agamben qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Qu'est-ce que le contemporain Agamben parle d'un état en fait d'une obscurité qui déterminerait et qui caractériserait peut-être le contemporain, un état du contemporain, et je pense que le moment du monde aussi dans lequel on est régi par cette forme d'obscurité, et que le contemporain, c'est quoi? C'est celui, notamment, si on parle d'une personne, et on dit qu'elle est contemporaine, c'est celui qui est interpellé par cette obscurité, qui est regardé par cette obscurité, qui, dit Agamben, je crois, n'a de cesse de l'interpeller. Donc, voilà, c'est cette forme d'interpellation, d'un moment d'obscurité qui appelle des formes d'éclaircissement, mais ce qu'on va trouver aussi dans beaucoup des textes, c'est les limites de cet éclaircissement et le besoin de garder cette obscurité en tant qu'obscurité. Et c'est aussi peut-être cette dimension de recherche, cette part d'invention, ou cette part et qui décrit, et ce sont ces formes qui décrivent un état de la société dans lequel on est, dont on ne pourra pas tout expliquer. Hein, et on restera dans une forme, là peut-être, de non-résolution, et plusieurs des hypothèses de travail disent ça aussi, doivent admettre ça, cette résignation à ne pas tout expliquer et tout élucider de l'œuvre. Là, je paraphrase aussi un peu Georges Huberman qui a dit des choses comme ça à propos de l'analyse des œuvres. Oui, peut-être qu'on peut ajouter que pour Agamben, il y a
il y a quelque chose de l'ordre de cette obscurité qui a trait à l'affleurement de l'archaïque, ou à l'affleurement de l'originaire. Il y a quand même aussi cette interprétation dans la lecture de Gundam ou dans sa conception du contemporain, de ce que, le contemporain fait dialoguer, le présent, enfin le présent, celui du présentisme. Il y a des articles, hein, qui utilisent la notion d'Hartog, hein, là-dessus, et qui fait affleurer un présent, d'une certaine manière, intemporel, hein, qui est l'originaire. Donc c'est pas juste des choses qui sont obscur, c'est aussi au travers de cela. Il y a un certain nombre, en particulier, il y a un texte sur Bakura qui évoque cette question-là, hein, de l'affleurement de l'archaïque aussi, au sein de ce qui pourrait être le plus proche de nous, quoi. Pour qu'on ait un aperçu un petit peu de ce qui se dit depuis 22 minutes et peut-être aussi vous avez évoqué certains textes. Je vais me permettre de nommer les textes qui recouvrent le corpus, ainsi que bien évidemment les contributeurs et contributrices. Alors, dans la première partie, d'abord il y a le texte que vous avez écrit ensemble, Prendre la mesure du réel, où vous présentez d'ailleurs ce corpus. Et dans la première partie qui se nomme Temporalité contrariée, on y trouve d'abord un texte intitulé Documentaire syrien de l'après 2011, un cinéma de l'urgence dans la durée, c'est Nicolas Appelt. Le cinéma au présent d'Avi Mograbi, cinéaste israélien. Invention de formes filmiques, réinvention des gestes de l'analyse, c'est Masha Ovtchinikova, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. Il y a l'urgence et l'intuition, on en parlait à l'instant, la démarche créatrice à l'œuvre dans Trouble Everyday de Claire Denis, c'est Cédric Montel. Le passage au numérique et perception du temps dans Rour en 2009 de James Benning, un rapport paradoxal à la technique, c'est Yanniv Touati. La deuxième partie, Mémoire stratifiée. Au bord du monde, Penser depuis le seuil avec Kelly Richard et Alice Rohrwacher, qui est des textes écrits par Caroline Renard. Puis Penser le contemporain avec Bakuro en 2019 de Kleber Mendoza Philo et Juliano Dornel, une archéologie du présent, c'est Alice Letoula. Puis Repenser le temps du deuil avec Vitalina Varela en 2019 de Pedro Costa, on en avait parlé d'ailleurs sur la chaîne, et Funérailles d'État en 2019 de Sergiu Loznitsa, c'est Anthony Fian. Austerlitz, toujours les épreuves photographiques de l'analyste, c'est Serge Cardinal et Marie-Ève Loyez. Partie 3, espace reconfiguré, gestes filmés, gestes de filmer, films politiques et pratiques poétiques dans le cinéma documentaire iranien, Eileen Altoun Boulak. De la périphérie au centre, construction d'un espace contemporain dans Mafrouza, Emmanuel de Maurice 2011 et Tahrir, place de la Libération de Stefano Savona en 2011. C'est Fabien Meignet qui écrit le texte. Puis images opérationnelles, big data et contrôle biopolitique, le motif de la salle de contrôle comme espace de pouvoir, Mertier Oliva, Yvan Pintor et Alan Salvado. Et le rythme qui bat et l'œil qui clignote, renversement temporel dans The Refusal of Time 2012 de William Kentridge, c'est texte de Benjamin Léon. Et la dernière partie qui s'intitule Temporalité contrariée. Alors, pratique d'atelier, le film et son accueil devant un monde possible, texte écrit par Rodolphe Holsez, un texte de Robert Bonamy qui était déjà vu sur la chaîne où il s'intéresse à Dérive, qui est un site important, de l'analyse en dérive, l'analyse de création en constellation contemporaine et pour l'avenir du film. L'acte infini d'images à propos de l'engagement post-documentaire de Wang Bing, c'est un texte écrit par Julie Savelli, et le vocabulaire mystique de Bruno Dumont, texte écrit par Luc Vanchéry. J'aimerais, alors c'est pas possible bien évidemment de parler de tous les textes, on n'a pas le temps ça on le sait, donc il faut être assez curieux, il faut y aller, il faut cliquer. Mais là où je voulais en venir, c'est que au moins vous parliez de la contemporanéité, des géographies, de la force politique, mais il y a un moment, il y a un des textes qui parle surtout aussi de ce que le cinéma peut rendre compte, en fait, ce que la télévision ne peut plus faire. Mais le cinéma, dans sa globalité, est surtout concurrencé par ce qu'on appelle la vitesse de réaction qu'on trouve sur les réseaux sociaux ou voire même la télévision. Et il y a de cela. Ce rapport, cette espèce d'opposition qui ne dit pas son mot entre est-ce qu'aujourd'hui, c'est comme ce que disait Godard quand on utilise dans Une jeunesse allemande de Petiot, la première image, c'est Godard qui parle de l'Allemagne, il dit est-ce qu'on aura encore des images qui vont se faire, qui vont venir d'Allemagne. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la contemporanéité, filmer, penser les figures contemporaines, le film contemporain, c'est se réapproprier un territoire et voir ce que ce territoire peut donner.
Et pour cela, il faut qu'il y ait la durée, il faut qu'il y ait la notion de voir, il faut qu'il y ait pas mal de choses de ce genre-là. Et c'est ça, par rapport à comment filmer l'urgence, comment filmer cette urgence, comment filmer cet état de fait, ce territoire, tout en prenant le temps. Et je trouve que le contemporain, parfois, peut surgir de ça aussi. Oui, sur cette question de peut-être urgence et contemporain, urgence et prendre le temps. Nous-mêmes, on a découvert en fait des textes et des œuvres qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne connaissait pas bien, voire pas du tout. Mais notamment, il y a un travail, c'est le texte qui ouvre le volume sur les documentaires syriens de l'après 2011, un cinéma de l'urgence dans la durée. Et là, on voit bien comment, Nicolas Appel te montre très bien, comment des cinéastes doivent réagir à des situations de conflit, voilà, au Moyen-Orient, en Syrie, plusieurs types de conflits. Donc il y a bien sûr cette urgence et des cinéastes qui veulent y réagir, en rendre compte, en témoigner le plus rapidement possible, mais immédiatement, on voit qu'il y a des gestes éthiques en fait qui viennent se greffer à ce processus de travail et souvent du montage qui va durer assez longtemps et des processus de montage qui retardent en fait la publication des films, la diffusion des films, alors qu'on aurait tendance à penser qu'il y a urgence vraiment. Or, sur quoi se posent les questions sont vraiment des questions éthiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on montre un cadavre, comment est-ce qu'on montre une victime, et on voit que ces cinéastes introduisent en fait le processus même réflexif au sein des œuvres. Voilà, on découvre ce type de geste et l'analyste lui-même doit lui-même en quelque sorte différer ou temporiser son urgence à produire de l'analyse face à ces films-là qui ont eux-mêmes procédé d'une double temporalité, urgence et temps réflexif, temps de la réflexion et temps réflexif. Voilà pour un type de réponse sur un exemple en particulier. Mais aussi sur cette question du temps, des temporalités, je pense à nouveau à ce texte de Serge Cardinal et Marie-Ève Loyer sur Austerlitz, qui est vraiment un film et un texte qui travaillent sur des couches de temporalité très complexes, en fait très complexifiées. On n'est pas du tout là dans un film qui semble traiter d'une urgence, puisque c'est Sergei Loznitsa qui, dans Austerlitz, pose sa caméra dans un et même dans deux camps de concentration. Mais il filme une chose assez particulière. Loznitsa filme les touristes qui sont en train de visiter ces camps de concentration. Donc là, il commence à y avoir des couches historiques qui s'entremêlent parce que c'est un temps du présent, un temps du contemporain. Que sont devenus les camps de concentration? Sont devenus des musées, des espaces muséaux, mais même presque plus que des musées. C'est ce que décrivent Serge Cardinal et Marie-Ève Loyer. Ça devient des parcs d'attractions, en quelque sorte, si on pousse un peu la description. Et ce que viennent très bien montrer les auteurs, c'est à quel point la caméra de Loznitsa vient en quelque sorte s'opposer au regard des touristes qui visitent ces camps et qui visitent les camps et qui baladent un regard en fait un peu morne et désabusé, qui sont eux-mêmes, enfin dont leur propre regard est totalement inféodé soit au discours des guides assez formaté, on voit que c'est un discours à la chaîne, soit au discours des audioguides, donc totalement inféodé à ce discours qui guident leur regard et qui ne leur demandent pas trop de penser, mais de diriger leur regard là et puis de passer à autre chose. Et on voit effectivement les touristes passer systématiquement à autre chose. Et ce que proposent Serge Cardinal et Marie-Ève Loyer là-dessus, c'est ce que Serge Cardinal a aussi théorisé ailleurs, c'est une épellation mimétique, c'est-à-dire de retraverser le film par une proximité du film, c'est ce dont parlait aussi Loïc tout à l'heure, d'être très proche du film, pour pouvoir dire exactement ce qu'il y a dedans, en fait, et d'être au plus près de sa forme et de revenir à cette description. Et ce qu'ils opposent très bien, c'est que cette description même est elle-même une opposition au discours, qu'on n'entend pas d'ailleurs dans le film et qu'on peut imaginer, au discours des audioguides. C'est-à-dire d'un côté, une vision du monde déjà absolument téléguidée, et de l'autre côté, retrouver une forme de liberté dans l'analyse du monde qui passe par une analyse des images et qui passe d'abord par une description extrêmement mimétique de ce que l'on voit à l'écran
pour comprendre comment cette épellation mimétique et ces descriptions peuvent avoir une valeur d'opposition, en fait, en termes idéologiques, à des formes de discours préformatés. Oui, on peut aussi évoquer, le fait que Robert Banamy, par exemple, dans son texte sur Dérive TV, évoque à un moment donné une formule de Salvatore Settis, pardon, qui est celle de l'atelier exégétique, qui est une formule qui a été aussi, commentée, par Jean-Christophe Bailly dans un très, très beau texte, hein, sur l'atelier exégétique dans un ouvrage qui s'appelle, L'Imagement, et dans lequel il explique qu'effectivement, la qualité d'œuvre, ce qui fait œuvre, pour qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de l'œuvre, il faut qu'il y ait à un moment donné, le passage ou le renversement d'un temps, d'une certaine manière, qui est celui de l'atelier de la fabrication de l'œuvre, et qui suppose du temps, et qui suppose notamment le temps du montage, pour ce qui est du film, hein. Vincent en parlait tout à l'heure à propos des films syriens, hein, du temps d'élaboration. Et puis, il y a ensuite tout le temps où l'œuvre achevée est livrée, hein, au public, à l'exégèse, à cet atelier exégétique qui va pouvoir être qui va pouvoir parfois s'emballer, parfois être moins animé, mais que ce qui est aussi important c'est que au moment où il y a ce passage du temps de la production, du temps de la fabrique, au cours d'un atelier au sens propre du terme de création, et celui de l'atelier exégétique qui est celui des échanges d'interprétation ou des différents publics, des différents spectateurs qui les recevront. Il ménage un temps, c'est Jean-Christophe Bailly qui dit de ménager un temps qui est celui de ce qu'il appelle le travail du seuil, hein, c'est-à-dire le moment où, eh bien, pour pouvoir vraiment apercevoir ce qui va faire la singularité de telle ou telle œuvre, il faut se donner la possibilité, d'une certaine manière, de retenir un petit peu le temps de l'élaboration des significations, de l'interprétation, etc., pour faire exister l'œuvre dans, comment dire, dans son appel, dans son chatoiement, sa multivalence, dirait Serge Cardinal, parfois, et donc ça suppose effectivement de se donner le temps d'en passer d'abord par une description, mais une description non pas appariée, hein, non pas appariée avec tout un langage qu'on connaît très bien, hein, quand on parle description, souvent on pense, voilà, dire que ceci est un gros plan ou un plan d'ensemble. Non, non, Mmh. pas du tout. C'est quelque chose qui doit en passer par encore une fois, peut-être un processus un peu de l'ordre de la sympathie avec l'objet, même si le terme n'est sans doute pas le mieux choisi, mais en tout cas d'une proximité, oui, avec l'objet, pour que celui-là, d'une certaine manière, délivre à celui qui va commenter le film une solution de commentaire qui ne soit pas une lecture qui soit appliquée à partir soit d'une connaissance, soit d'un état politique, soit d'une connaissance des arts à telle ou telle époque, etc. Et je pense que c'est vraiment un des plaidoyers forts, je pense, dans l'ouvrage, c'est repartons des œuvres en elles-mêmes pour voir ce qu'elles ont à nous dire sur le contemporain, justement. Et c'est là où c'est difficile pour l'analyste qui est pris lui-même dans un temps où il y a souvent profusion d'images alentour, profusion de discours qui peuvent très bien s'appliquer très très vite sur les objets et d'une certaine manière les refermer sans qu'on ait eu pris le temps de voir ce qu'ils pouvaient nous délivrer. Voilà. Je ne sais pas si c'est peut-être un petit Non, peu. non, c'est un peu plus clair et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur quelque chose et puis sur ce que disait Vincent par rapport au Saïd Sosaï. J'ai eu la chance de voir ce film grâce à un ami et qui est un film incroyable. Et il y a quelques images comme ça dans ce film où l'on voit aussi des touristes, juste des touristes en train de se prendre en photo dans ces camps de concentration. Et moi, ça m'avait bien marqué ces moments-là. Et je me posais la question de savoir, mais est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a des limites dans ces formes filmiques contemporaines, dans cette manière de penser? Parce qu'à ce moment-là, il y a, je pense, là je suppute pour le coup, c'est pas factuel, mais je crois que quand on se prend en photo, donc c'est dans ce genre d'endroit, c'est aussi d'essayer de montrer comment dire, qu'on a approché la grande histoire et en même temps,
c'est une forme de pornographie ce qui se passe. Enfin, c'est très bizarre. Et je me posais la question par rapport aux limites. Et quand vous parliez, Loïc, de cette sympathie-là, enfin, du côté de l'analyste, hein, bien évidemment. Enfin, moi, je l'ai pris plutôt du côté du spectateur, la position du spectateur. Comment approcher ça, avoir une espèce de sympathie avec l'objet. Et Ostaïs, qui est un très bon exemple pour le coup, avec ces petits moments que je trouve particulièrement très durs, pour le coup, à voir aussi. Pour le coup, à voir. Hein. Et je me posais cette question par rapport aux limites. Alors, je ne sais pas si je saisis bien votre question. Je ne sais pas si Vincent Ce n'est pas forcément une question, c'est vraiment. Je ne l'avais pas prévu. Quand je disais sympathie, je pensais sympathie notamment avec la logique d'un dispositif. Voilà, parce que il y a un certain nombre de films dans le corpus qui est étudié dans l'ouvrage, qui sont des films qu'on pourrait dire à dispositif, c'est-à-dire qui cherchent à produire un dispositif qui soit le singulier et qui soit à même de mettre en évidence, là pour le coup, le film de Loznitsa, on peut penser on peut dire qu'il relève du film à dispositif. Donc donc la sympathie, c'est plutôt voir comment dans cette image-là, il y a effectivement une sorte comment dire, de ce qui nous est donné à voir, et puis du dispositif qui nous donne à voir d'une certaine manière aussi ce qui se passe, c'est-à-dire qui nous met dans une posture de recul quasiment obligatoire. Il n'y a pas besoin d'être analyste pour se rendre compte qu'on est mis un petit peu à distance pour apercevoir à quel point il y a dans cette manière d'être dans ces lieux-là de la part de ces touristes quelque chose qui est tout à fait inadapté, en tout cas qui ne permettra pas d'explorer un tant soit peu ce qu'il y a de l'ordre d'obscur, justement, en tout cas dans ces lieux-là. Parce que là, pour le coup, il y a de l'obscurité des temps qui est dans ces lieux, quoi. Donc, quelles sont les limites? Alors après, voilà, je ne sais pas trop ce que vous vouliez dire par limite, mais les limites au niveau des formes, au niveau des cinéastes qui essayent d'explorer, de questionner. Après, il y a plusieurs exemples, que cela soit au niveau de creuser dans le montage ou que cela soit au niveau de travailler sur un territoire. Je me suis toujours posé la question de savoir si cette manière de travailler le noyau cinématographique, cette manière de faire des films, est-ce qu'il peut y avoir parfois, est-ce qu'il peut y avoir des limites à cela? C'est-à-dire où ça devient pour le coup quelque chose de complexe à comprendre, à voir. Est-ce qu'il peut y avoir des limites par rapport au cinéaste? Ça peut être des limites déontologiques, ça peut être des limites éthiques, ça peut être. Je me pose parfois cette question-là. On est face à des films qui clairement se confrontent à des questions éthiques, ce qui ne veut pas dire qu'eux sont aux limites de quelque chose toujours. Enfin, ils sont peut-être plus au seuil, ça c'est un autre terme qui revient à plusieurs reprises, c'est des formes et des films qui sont au seuil de quelque chose, c'est-à-dire peut-être qu'ils sont en observateur, qui sont à cette limite un peu comme ça, ténue, entre participer à la chose justement ou tenir une certaine distance. Loznitsa, il filme des gestes qui sont obscènes, clairement, mais lui, sa forme n'est pas obscène, sa forme filmique n'est pas obscène. Lui n'est pas, je dirais, réellement à une limite de quelque chose. Il pose sa caméra, il fait des plans fixes dans un lieu qui n'est pas n'importe quel lieu et filmant des actions qui ne sont pas n'importe quelle action, donc des touristes dans un camp de concentration, pour parler encore de ce film, mais pour autant, la forme de son film est pas, je dirais pas qu'elle est à la limite de quelque chose. Par contre, elle nous met, nous, à des seuils, en fait, à des seuils de compréhension, à des seuils d'admissibilité, est-ce qu'on admet ou est-ce qu'on n'admet pas ce qu'on voit. C'est une question qu'on avait déjà discutée d'ailleurs lors d'une séance. C'est vrai que ce film est assez emblématique, on a voulu le montrer pour une séance de lancement du livre, et ça nous met au seuil de notre participation ou pas à ce monde-là, quoi, finalement. Est-ce qu'on a envie d'en faire partie ou pas d'en faire partie? Mais ensuite, là où il y a des formes plus limites, au fond, sont peut-être ces formes un peu, je parlais de radicalité, c'est-à-dire si on prend un film comme Bacurau de Kleber Mendonça Filho, c'est un film qui, là, lui, encore une fois, il n'est pas à une limite, mais peut-être plutôt à un seuil, jusqu'où on peut faire rentrer
différents genres filmiques dans un seul film, jusqu'à quel point on peut accumuler et emmagasiner comme ça des genres filmiques totalement différents, aussi bien un film comme ça presque anthropologique et puis d'un seul coup de la science-fiction et une dystopie et de la fiction, du cinéma d'action. Comment est-ce qu'on peut faire tenir tout ça ensemble? Comment est-ce que ça tient encore ensemble dans un seul film? Mais ce sont des questions, on voit bien qu'elles sont elles-mêmes très en écho et très en miroir d'un état du monde. Est-ce que l'état du monde, jusqu'à quel point il peut tenir avec toutes ces contradictions lui aussi? Et bon, pour rappel, Bacurau, c'était aussi un film un peu emblématique, qui me semblait important de devoir traiter à cette époque-là, dans un livre sur les formes filmiques contemporaines, parce que c'était aussi un film qui apportait cette forme quand même très originale, à un moment où le Brésil était encore en pleine période Bolsonaro, et le film parlait de ça, parlait de formes de violence qui s'exercent. Et le film, c'est là où il est, où c'est une forme filmique contemporaine et une forme qui pense, arrivait à venir mettre en exergue toutes ces questions et tous ces problèmes et problématiques qui s'exprimaient aussi bien dans la société et qui pouvaient trouver des expressions filmiques, quoi. Penser les formes filmiques contemporaines, c'est édité chez Université Grenoble-Alpes Éditions. C'est un ouvrage collectif donc dirigé par Vincent Deville et Loïc Le Bihan. Vous avez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo et vraiment je suis très très content de parler de cet ouvrage qui est très important. Alors parfois c'est toujours un peu compliqué surtout sur YouTube, mais en même temps c'est pas grave, il faut. Donc merci beaucoup en tout cas tous les deux d'avoir pris le temps de répondre à mes questions qui peuvent parfois être un peu compliquées à comprendre, mais peut-être parce que je m'exprime peut-être assez mal. Mais en tout cas, j'ai été très content d'écouter vos réponses. C'était un plaisir. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Et merci à vous, et merci pour votre invitation. Merci. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle,